Je vous salue les amis de partout, dans le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'information. Voici votre récapitulatif stratégique du front ukrainien pour les 27 et 28 mai 2025, jours 1189 et 1190, de l'opération militaire spéciale. Au programme, percée localisée, libération de plusieurs villages, affrontements intenses sur de multiples axes, et une vague massive de drones neutralisés au-dessus du territoire russe. Restez jusqu'à la fin pour suivre le décryptage complet. Cartes à l'appui, résumé en date du 27 mai 2025. Aucun changement en direction de Kherson. Les forces armées russes maîtrisent les tactiques d'embuscade, des drones sur les routes logistiques ennemies. Dans le secteur de Zaporizhzhia, dans la zone de Maliège-Tcherbaki, les forces armées ukrainiennes ont retiré des réserves et des affrontements intenses sont en cours. En Malaisie-Tokmachka, les forces armées russes attaquent avec un soutien aérien. En direction d'Ugledar, nos troupes nettoient Zelenoï, Pol. Des combats ont également lieu dans la ville voisine de Novopol. Depuis la direction d'Otradny et de Bogatyr, nos soldats avancent sur un large front jusqu'à 2 km par jour. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent en utilisant des chars sur la rive. Lors de la rivière Volchia, nos forces en ont détruit un dans la région de Zelenikut. Il est rapporté que des avions d'attaque russes ont commencé les premières batailles dans la banlieue sud-est de Komar. Mais il est possible qu'il s'agisse simplement d'une reconnaissance en force. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes avancent à l'ouest de Bogdanovka, vers la frontière avec la région de Dnepropetrovsk. Des combats actifs se déroulent dans la région de Muravka et à Novosergeevka. À Udachny et Kotlino, il n'y a pas eu de changement depuis longtemps, des batailles de position. Sur le flanc est, les forces armées ukrainiennes contre-attaquent depuis Novoekonomicheski, mais ne parviennent pas à arrêter l'avancée de l'armée russe. Ils rapportent que nos Stormtroopers sont littéralement entrés dans Mirnoï sur les épaules de l'ennemi et ont libéré plus de la moitié du village. À l'ouest de Toretsk, de violents combats se poursuivent à Popov Yar et Poltavka et se rapprochent également des abords de Ruzin Yar. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de Staraya Nikolaevka. Au cours de la journée, des informations ont été rapportées selon lesquelles les forces armées ukrainiennes quittaient la Poche, au sud de la route Zaria-Romanovka. Si tel est le cas, les forces armées russes devront nettoyer Ignatovka et les territoires à l'est, puis continuer leur progression vers Alexandro-Kalinovo et Katerinovka. Dans la banlieue nord de Toretsk, de violents combats ont lieu dans la région de Krimskoï et d'Achnoye. Des batailles de position ont lieu dans la région de Tchassoviarsky. L'ennemi utilise activement des hélicoptères lourds comme Baba Yaga pour tirer sur les positions des forces armées russes, mais nos opérateurs ont appris à les abattre avec de petits drones FPV. Au cours d'une semaine, au moins 50 drones des forces armées ukrainiennes ont été détruits de cette manière. Dans la direction de Seversky, les combats les plus intenses se déroulent dans la région de Verkhnekamenskoye, mais il n'y a aucune nouvelle de changement sur la ligne de front. Et dans la région de Krasnolimansky, nos troupes repoussent les forces armées ukrainiennes à Redkodub. Selon diverses estimations, près de la moitié du village est sous le contrôle des forces armées russes. De violents combats se poursuivent dans la région de Kolodesi, Torskoye et en direction de Grekovka. Il y a un calme relatif dans la direction de Kupiansk. Des combats locaux ont lieu dans certaines zones. Sur le front de Kharkov, les forces armées russes tentent de capitaliser sur leur succès dans la région de Bolchansk-Yadachi. Depuis la région de Soumy, l'ennemi continue d'attaquer les villages frontaliers. Ces attaques n'ont eu aucun résultat militaire, mais dans le village de Popovo-Lezachi, les forces armées ukrainiennes ont détruit une autre église. Les forces armées russes repoussent les forces armées ukrainiennes dans la zone des villages de Vladimirovka, Vodolaga et Belovod dans la région de Soumy, où une attaque vers Yablonovka est prévue. Au cours de la nuit, les systèmes de défense aérienne ont abattu 99 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions de Russie. 90 autres drones ont été détruits le jour dernier. Dans la région de Belgorod, 3 personnes ont été blessées et des infrastructures ont été endommagées. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des installations militaires dans 6 régions d'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a publié aujourd'hui une liste des cibles touchées au cours de la semaine, notamment des dizaines d'entreprises industrielles, d'infrastructures logistiques et d'entrepôts dans tout le pays. La Lettonie a signalé
la livraison de 1500 drones à elle. Ukraine dans le cadre de la coalition des drones. Dans un avenir proche, les Lettons promettent de livrer 12 000 drones supplémentaires. Voici à quoi ressemblait le 1199e jour du SVO, rapport en date du 28 mai 2025, 15e jour du SVO. En direction de Kherson, les forces armées russes ont détruit un groupe de sabotage et de reconnaissance ennemi sur la rive gauche. L'ennemi a tiré sur un hôpital d'Alioshki. Un retraité a été blessé, une ambulance a été endommagée. Dans le district de Golopristansky, des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité en raison des dommages causés au réseau. Dans le secteur de Zaporizhia, de violents combats ont lieu dans la partie nord de Shcherbaki et de Maliez-Sherbaki. Les forces armées ukrainiennes lancent leurs réserves disponibles dans la bataille pour nous empêcher d'avancer vers Pavlovka et Novoyakovlevka, mais nos forces aérospatiales frappent les positions des forces armées ukrainiennes dans ces villages. En direction du Gledar, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de Zelenoïpol. Près de la moitié de Novopol est déjà sous le contrôle des forces armées russes. Dans la région de Shevchenko et Voskresenka, des drones ont perturbé 5 tentatives de rotation des forces armées ukrainiennes. Des combats intenses font rage dans la banlieue sud-est de Komar. Des combats prolongés se déroulent dans la région d'Alexeyevka. L'ennemi tient fermement ses lignes. La situation sur le front Pokrovski est relativement stable. Des combats violents sont signalés à l'ouest de Kotliarovka et dans la région de Novosergeevka. Sur le reste de la ligne jusqu'à Mirolyubovka, il y a des batailles de position sans changement de la ligne de front. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, les forces armées russes repoussent les unités des forces armées ukrainiennes à Shevchenko-Pervy, Popovyar et Poltavka, qui ont été pratiquement nettoyées. Les unités avancées se dirigent vers Uzinyar et renforcent leur position pour prendre d'assaut le village. À Yablonovka, des combats se déroulent dans la partie sud-ouest, des combattants d'Alexandropol se dirigeant vers le village depuis le sud. Au nord de Toretsk, de violents combats ont lieu dans la région de Dachnoï et de Krimskoye. Il n'y a pratiquement plus de nouvelles du site Tchassoviarsky depuis longtemps. Sur le secteur Seversky du front, il y a principalement des batailles de position dans la région de Verkhnekamenskoye. Dans la direction de Krasnolimansky à Redkodub, l'ennemi oppose une résistance sérieuse au centre du village. Les forces armées russes l'ont contourné par le sud et ont coupé la route vers Karpovka. Dans la région de Zelenaya Dolina, une section de la route menant à Stavki a été prise sous contrôle. Des combats sont en cours pour les hauteurs au sud de Lipovoy. Il rapporte qu'à Kolodésy, l'ennemi a réussi à repousser nos combattants et une contre-bataille a lieu dans la partie est du village. En direction de Kupiansk, les forces armées russes ont commencé à étendre davantage la tête de pont de Zaoskol au nord de Kupiansk. Le village frontalier de Stroyevka a été effectivement libéré et dans la région de Pesky et Kamenka, le territoire contrôlé a été étendu de plusieurs kilomètres vers l'ouest. En direction de Kharkov, il y a des combats dans la région de Volchansk-Kutors. Le travail des drones de reconnaissance permet de réaliser des frappes ciblées sur la logistique à Kharkov et à Shugev. En direction de Soumy, il y a eu à nouveau des tentatives de contre-attaque dans la région de Tyotkino, sans résultat visible. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération du village de Konstantinovka. Ainsi, le front de la zone tampon au nord de la région de Soumy élargi à 20 km. Des combats ont lieu à Vodolagi et dans la banlieue nord de Yunakovka. Les forces de défense aérienne ont détruit 36 drones ukrainiens pendant la nuit dans 13 régions, dont 42 dans la région de Moscou. Des incendies et des destructions se sont produits à Zelenograd et à Dubna, où des installations de production de drones ont été attaquées. À Bryansk et à Shebekino, des explosions se sont produites près d'immeubles d'habitation. Il y a des blessés. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée sur des cibles dans 7 régions d'Ukraine, dans la région de Kirovograd. Les ateliers de l'usine Olympe, où sont produits des équipements de communication, ont été gravement endommagés. À Oshakovo, le parking des Becs a été touché. La plupart des frappes ont été menées contre des systèmes de défense aérienne ukrainiens et des sites de stockage de drones et de munitions. Infos géopolitique. Les Pays-Bas vont envoyer 24 F-16 à Kiev. Les Pays-Bas enverront le dernier des 24 avions de combat F-16 promis à l'Ukraine. Le 26 mai, a déclaré le ministre de la Défense du pays, Brekelmans.
C'est bien qu'ils soient les derniers. Mais le ministre voulait bien sûr dire qu'il s'agit des derniers promis par les Pays-Bas. La Lettonie a transféré 1500 drones à l'Ukraine dans le cadre de la coalition des drones, a déclaré le ministre de la Défense du pays. 2 entreprises lettonnes livreront 12 000 drones au cours du premier semestre de l'année dans le cadre d'une coalition internationale de drones. Et ajouté Andris Prudz, rappelons qu'il a été annoncé plus tôt que l'Allemagne et 10 autres pays étaient en train de créer une coalition de guerre électronique pour renforcer l'Ukraine. L'Allemagne a annoncé l'allocation de 5 milliards d'euros pour financer la production d'armes à longue portée en Ukraine, l'achat de munitions et de systèmes Starlink. Dans le même temps, la chancelière allemande a démenti tout projet de fourniture de missiles Taurus à Kiev. Les États-Unis et les pays de l'UE lèvent les restrictions sur la portée des frappes. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont levé les restrictions sur la gamme d'armes fournies à l'Ukraine, rapportent les médias citant le chancelier allemand Merz. Le plus intéressant ici est que les États-Unis se sont joints à cette décision. Cela signifie que les Storm Shadows franco-britanniques peuvent désormais voler vers des régions de Russie bien au-delà du SVO et les ATACMS américains et même les Taurus allemands, que l'Allemagne ne semblait pas avoir l'intention de fournir, mais qui, pour une raison quelconque, s'est jointe à la levée des restrictions, sont apparemment toujours en cours de préparation pour la livraison. La portée de Storm Shadow, ATACMS et Taurus est de 300 km, ce qui pourrait toucher Briansk, Smolensk, Orel, Vorona et Rostov et Sébastopol. Cependant, il a déjà atteint Sébastopol à plusieurs reprises, mais l'Occident ne le considère pas comme faisant partie de la Russie. Il n'y avait donc aucune restriction auparavant. Les restrictions sur les attaques contre les régions russes reconnues ont désormais été levées. Alors, qu'a dit Donald Trump sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une résolution du conflit? Ou bien la restriction sur les frappes a-t-elle été levée précisément pour forcer Moscou a accepté un cessez-le-feu sans aucune condition? Nous assistons peut-être à la phase finale d'une opération spéciale que l'on pourrait appeler imposition de la paix. Il semblerait qu'ils ne forceront pas l'Ukraine, mais la Russie. Conclusion globale. Alors que les forces russes poursuivent leur progression sur plusieurs axes, notamment à Ugledar, Kharkov et Toretsk, la guerre des drones atteint un nouveau sommet avec près de 400 appareils ukrainiens abattus en 2 jours. Sur le plan tactique, les frappes de haute précision et les libérations de villages renforcent les positions russes. Le front reste extrêmement dynamique et les jours à venir pourraient marquer un tournant important dans cette phase de l'opération militaire spéciale. Nous continuerons de suivre chaque évolution avec rigueur. L'ensemble des décisions prises par l'Occident annonce un tournant décisif dans la dynamique du conflit. Les livraisons de F-16 de drones en masse, la mise en place d'une coalition de guerre électronique et les milliards d'euros injectés par l'Allemagne traduisent une volonté occidentale claire: accélérer la pression militaire sur la Russie. Mais c'est la levée des restrictions sur les frappes en territoire russe qui change fondamentalement la donne. Elle transforme la guerre défensive de l'Ukraine en une stratégie de projection offensive susceptible d'atteindre les profondeurs du territoire russe. Derrière cette montée en puissance, une logique se dessine, forcer Moscou à négocier. Non pas en position d'égale, mais dans une posture de recul stratégique. C'est peut-être le début d'une nouvelle phase, une guerre d'usure transformée en opération d'imposition de la paix selon les conditions de l'Occident. Voici à quoi ressemblait le 1189 et 1190e jour du SVO. Restez connectés et abonnez-vous sur notre chaîne pour plus d'infos quotidiennes en temps réel et sans filtre.